Avez-vous entendu les histoires des stars d'Hollywood dont les carrières ont brillé intensément, mais se sont terminées définitivement? Leurs héritages cinématographiques sont remplis de moments inoubliables, mais derrière le glamour se cachaient des défis invisibles. Nous allons redécouvrir leurs histoires. Carole Landis. Carole Landis a rapidement démontré un talent pour la performance. Le départ de son père a eu un impact significatif sur sa jeune vie, la forçant, elle et ses frères et sœurs, à s'adapter à des circonstances changeantes à 15 ans. Elle a contracté son premier mariage, qui s'est terminé aussi vite qu'il avait commencé. Après ce début difficile, elle a poursuivi des opportunités dans la danse et le chant, finissant par obtenir un contrat chez Warner Brothers. Bien qu'elle ait souvent joué des rôles mineurs à la fin des années 1930, son rôle de Loana dans 1 million d'années AVJC lui a apporté une nouvelle attention. Elle apparaîtrait dans près de 50 films, sa beauté éclipsant fréquemment son talent aux yeux des critiques. Loin des écrans, sa vie a été marquée par des mariages ratés et des défis de santé continue. En 1948, ses luttes ont culminé avec une overdose de médicaments à son domicile de Brentwood Heights, marquant à jamais la fin d'une carrière prometteuse. Barbara Bates. Barbara Bates est née le 6 août 1925 à Denver, dans le Colorado, suscitant tôt un intérêt pour les arts du spectacle. À la fin de son adolescence, elle s'est lancée dans le mannequinat, ce qui l'a aidée à surmonter une partie de sa nature timide. La victoire à un concours de beauté local l'a amenée à Hollywood, où elle a attiré l'attention de Cecil Cohn, publiciste chez United Artists. Leur relation, bien que compliquée, l'a propulsée dans l'industrie cinématographique avec Warner Brothers. Bates a commencé à décrocher des rôles qui mettaient en valeur son image d'une fille saine d'à côté. Ses apparitions notables incluent des passages brefs mais mémorables dans des films populaires comme All About Eve. Malgré sa douce personnalité à l'écran, elle luttait contre de fortes sautes d'humeur, des problèmes de santé et de profondes insécurités. Ses déménagements en Angleterre puis de retour à Hollywood n'ont pas réussi à raviver sa célébrité déclinante. En 1969, les batailles personnelles ont éclipsé tout projet futur, conduisant à sa sortie finale de la scène de la vie, Bella Darvey. L'histoire de la vie de Bella Darvey a été marquée par des hauts et des bas extrêmes. Elle a survécu aux horreurs d'un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale pendant sa jeunesse. Cherchant la normalité, elle s'est ensuite dirigée vers les cercles de jeux européens à Monaco, où sa fortune a fluctué. Sa vie a changé radicalement lorsque Darrell F. Zanuck et sa femme Virginia ont reconnu sa présence exotique et l'ont emmenée à Hollywood, la nommant Darvey en combinant les lettres de leur propre prénom. Malgré son rôle dans des films de premier plan comme Hell and High Water, son accent et son léger défaut de prononciation ont freiné ses progrès. Elle s'est vite retrouvée impliquée dans un scandale avec M. Zanuck, ce qui a tendu le mariage de son bienfaiteur et écourté ses perspectives majeures à Hollywood. De retour en Europe, elle a pris des rôles mineurs, mais n'a pas pu surmonter ses dettes croissantes et ses addictions. En 1971, chagrin et désespoir l'ont envahie, entraînant son histoire à une fin tragique prématurée. Faith Bacon. Faith Bacon, présentée par les impresarios comme la plus belle fille du monde, est créditée d'avoir été la pionnière de la danse avec éventail pendant les années folles. Née Frances Yvonne Bacon. Le 19 juillet 1910 à Los Angeles, elle a commencé sa carrière à Paris sans formation de danse formelle. À son retour aux États-Unis, elle a joué dans diverses revues de scène, y compris les spectacles populaires d'Earl Carroll, bien qu'un grave accident impliquant une boîte en verre lui ait laissé des cicatrices durables. Les apparitions de Bacon au cinéma furent rares, notamment dans le drame criminel de 1938, Prison Train. Au fur et à mesure que ses engagements sur scène diminuaient, elle se retrouva reléguée à des salles de moindre importance, luttant contre des problèmes de santé personnelle et des difficultés financières. En 1954, elle tenta de mettre fin à sa douleur avant de quitter définitivement la scène de la vie, dans des circonstances dévastatrices en 1956. Marianne. Une Marianne. J'ai montré très tôt un talent pour le divertissement. Découverte par Roscoe Fatty Arbuckle, elle a rejoint Balboa Studios à l'adolescence, bien qu'elle ait menti sur son âge pour épouser le caméraman Sherman Plaskett. Marianne a poursuivi la danse et le travail sur scène à New York avant de retourner à l'Ouest pour devenir une Max Sennett Bathing Beauty. Elle a figuré dans plus d'une douzaine de films, y compris The Hick et The Weekend Party avec Stan Laurel, construisant graduellement une carrière modeste mais remarquable et étant nommée Wampas Baby Star. Son élan a ralenti, sa dernière apparition à l'écran, en remontant la rivière. Ayant du mal avec des revers personnels et une tristesse récurrente, Marion cherchait un nouveau départ dans les auditions de télévision en 1951. Tragiquement, un désespoir accablant l'a submergée cette année-là, mettant fin à sa vie à seulement 48 ans. Janet Loft est née Janet Loft dans une famille aux inclinations musicales d'origine danoise. Ayant grandi en partie au Canada,
Elle a étudié le chant au conservatoire Ellison White à Portland, se produisant dans des opérettes dès son adolescence. Son soprano posé et sa présence rayonnante l'ont rapidement menée à Hollywood, où elle a trouvé des rôles réguliers dans des films de la fin des années 1920 comme Love Overnight et Hold'em Yale. La vie personnelle de Janet était colorée, marquée par des romances très médiatisées et un bref mariage. Elle a montré ses talents vocaux dans King of Jazz. Après avoir tenté un détour par Broadway, elle a essayé de revenir sur le grand écran pour voir sa carrière s'arrêter. En août 1942, à seulement 35 ans, Janet est décédée après avoir ingéré une substance nocive, laissant une question persistante sur le fait que son dernier acte ait été délibéré, ou un accident déchirant. Annie Haller. Annie Hallers a trouvé sa vocation sur scène dès son plus jeune âge. Se produisant au cirque à l'âge de 4 ans, elle a gagné en notoriété dans des opérettes à la Volksoper de Hambourg et a poursuivi sa carrière avec des rôles à Krefeld et Breslau, où elle s'épanouit dans Die Blumen von Hawaii de Paul Abraham et d'autres productions célèbres. Entre 1928 et 1931, Annie apparut dans plusieurs films, sa voix envoûtante attirant l'attention bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Un engagement à Londres a suivi, mais face à des problèmes de santé croissants, y compris la tuberculose, elle s'est tournée vers l'alcool et les médicaments. En mars 1933, ses derniers jours ont pris une tournure tragique lorsqu'elle a mis fin à son parcours en tombant d'une fenêtre, juste au moment où son étoile semblait destinée à briller sous les projecteurs de l'Europe. Mary Nolan. Mary Nolan est entrée dans le monde du spectacle comme mannequin adolescente avec un surnom joyeux, Bubbles. Le showman Florence Ziegfeld a reconnu son attrait, la mettant en vedette dans ses légendaires revues. Malheureusement, une relation tumultueuse avec le comédien marié Frank Tinney a terni la réputation de Mary, la poussant à chercher de nouvelles opportunités en Europe sous le nom d'Imogen Robertson. Elle est ensuite revenue à Hollywood sous le nom de Mary Nolan, décrochant des rôles aux côtés de grands noms comme Lon Chaney dans West of Zanzibar et apparaissant dans des films de gangsters comme Young Desire. Bien qu'elle ait démontré un potentiel, des problèmes personnels ont entravé sa progression, y compris des complications de santé, des chagrins d'amour et une dépendance croissante aux narcotiques. Dans les années 1930, sa carrière avait décliné et elle s'était retirée de la vie publique. À seulement 45 ans, Mary a été découverte sans vie après avoir pris une quantité mortelle de médicaments, marquant une fin triste pour une beauté de l'écran, autrefois prometteuse. Lupe Vélez, née Maria Guadalupe Villalobos. Vélez Lupe Vélez brillait par sa personnalité sans bornes et son esprit vif. Envoyée au Texas pour ses études, elle a rapidement réalisé que sa vocation était dans la performance. Rentrant au Mexique, elle a démontré ses talents de danse pour soutenir sa famille. Hollywood l'a appelée en 1927 lorsque F.W. Murnau l'a introduite dans l'industrie, ce qui a conduit à des rôles comiques et à des collaborations avec des personnalités comme Laurel et Hardy. Intrépide et magnétique, Lupe passait sans effort du drame à la comédie, son plus grand succès arrivant avec la série de films Mexican Spitfire. Connue autant pour sa vie personnelle enflammée que pour son talent à l'écran, elle épousa Johnny Weissmuller au milieu d'une série de romances très médiatisées. La diminution des offres de films et les bouleversements sentimentaux pesaient lourdement sur elle. En décembre 1944, accablée par le chagrin et l'incertitude, elle mit fin tragiquement à son histoire à 36 ans. Phyllis Haver. Phyllis Haver s'est aventurée vers l'Ouest avec sa famille et a trouvé un emploi en jouant du piano dans un cinéma. Remarquée par le producteur Max Sennett, elle est devenue l'une de ses célèbres beautés de bain, captivant le public avec ses formes voluptueuses et ses cheveux dorés. Phyllis a obtenu des rôles aux côtés de Buster Keaton dans Le Grenier au ballon et de Ben Turpin dans Une idole de petite ville, entre autres. Son triomphe définitif a été d'incarner Roxy Hart dans l'adaptation muette de Chicago. Au sommet de sa gloire, Phyllis a surpris tout le monde en prenant sa retraite en 1929 après avoir épousé le millionnaire William Seaman. Le couple a profité de plusieurs années de luxe à New York, mais a finalement divorcé. Retirée de la vie publique dans le Connecticut, elle a affronté une profonde solitude. En novembre 1960, profondément désespérée, elle a choisi un chemin fatal qui a mis fin à son chapitre à l'âge de 61 ans. Ona Munson. Ona Munson était une naturelle de la scène dès son plus jeune âge. À 14 ans, elle se produisait dans le vaudeville, à New York, progressant rapidement sous les projecteurs de Broadway dans des spectacles comme George White's Scandal. Son aura vivante lui a valu des rôles à l'écran dans le Hollywood des années 1930, où elle a travaillé avec des sommités comme Edward G. Robinson et Claudette Colbert. Malgré des romances et une série d'amitiés marquantes, son rôle de film déterminant fut Belle Watling dans Autant en emporte le vent, un rôle iconique qui a simultanément mis en valeur son charme et conduit à un typecasting.
Hors écran, sa vie personnelle était marquée par des relations complexes et un désir d'épanouissement plus profond. Luttant contre des problèmes de santé et un désespoir croissant dans les années 1950, Mona s'effaça progressivement de la scène publique. En février 1955, le poids de ses problèmes a conduit à une sortie finale déchirante à 51 ans. 13. Joanne Dowling. Joanne Dowling était une artiste pleine de vie dès le départ, développant son art à travers des pantomimes et des apparitions sur scène en Angleterre. À 14 ans, elle attira l'attention des professionnels du théâtre. À 17 ans, elle signa son premier contrat de film. En grande partie autodidacte, son talent naturel a trouvé un cadre idéal au studio Ealing, où elle a brillé dans des rôles secondaires à la fin des années 1940. Un de ses rôles les plus remarquables était dans Hue and Cry, où elle a rencontré Harry Fowler, son futur mari, et un acteur régulier des studios Ealing. Alors que la chaleur et la promesse de Joanne suggéraient un avenir radieux, en coulisses, elle luttait contre des difficultés émotionnelles. En 1954, ces luttes ont atteint un sommet, culminant dans une décision tragique qui a mis fin à sa vie à seulement 26 ans. Bien que sa filmographie puisse être brève, sa vivacité et son désir d'explorer l'artisanat demeurent un témoignage de la passion qu'elle apportait à chaque rôle, à la fois sur scène et à l'écran. Florence Lawrence. Florence Lawrence a atteint une étape importante dans l'histoire du cinéma. Elle a été la première interprète dont le nom a été mis en avant pour promouvoir à la fois ses rôles dans son studio. Connue initialement sous le nom de Biograph Girl, elle a démontré son talent sous la direction de D.W. Griffith après avoir affiné ses compétences dans divers studios de l'époque. Sa transition vers IMP en 1909 a démontré son pouvoir de star, alors que le producteur Carl Laemmle utilisait ses apparitions publiques pour une publicité stratégique. La renommée de Florence a contribué à changer l'attitude de l'industrie concernant le crédit des acteurs par leur nom, inaugurant une nouvelle ère de célébrité. Malgré des succès notables à l'écran, sa carrière a connu des revers lorsqu'elle a subi une grave blessure au dos lors d'un accident sur scène. Bien qu'elle ait essayé de raviver son élan dans les années suivantes, en 1938, après des périodes de maladie et de tristesse, son parcours s'est terminé dans des circonstances déchirantes. Phyllis Bury. Phyllis Bury est née Gertrude Hilliard le 7 décembre 1908 à Leeds, en Angleterre. Son talent pour la danse et la scène s'est manifesté tôt. À 14 ans, elle avait rejoint une troupe de cabaret australienne apparaissant dans des comédies musicales comme No, No, Nanette et Lady Be Good. Renommée Phyllis du Bury, elle attira l'attention dans le film australien de 1925, Painted Daughters. Une tournée aux États-Unis de Rio Rita a conduit le producteur hollywoodien Samuel Goldwyn à lui offrir un rôle dans Sonara. Elle a fait sensation en 1933 aux côtés de Buster Keaton dans What No Beer et a continué avec des rôles secondaires dans Blind Adventure et Forbidden Heaven. Ses mariages, cependant, étaient turbulents et une carrière cinématographique déclinante l'a laissée dans des rôles plus petits, y compris des figurations dans Three Little So-and-Sos dans Waterloo Bridge. À la fin des années 1940, elle s'était retirée de la comédie. En 1954, après des difficultés persistantes, son dernier chapitre s'est terminé de manière tragique. Dorothy Abbott. Dorothy Abbott a d'abord attiré l'attention en tant que danseuse de revue à Los Angeles et Las Vegas, gagnant des surnoms tels que la fille aux bras en or. Paramount l'a remarqué, lui accordant un contrat qui l'a placée dans une multitude de petits rôles. Invitée glamour de fête, danseuse de chœur et modèle. Souvent mise en avant pour son sourire dynamique et sa présence vive, les apparitions de Dorothy au cinéma comprenaient de petits rôles dans des comédies et des drames tout au long de la fin des années 1940 et du début des années 1950, ainsi que des projets dans le théâtre et l'immobilier en parallèle. À la télévision, elle a fait de rares apparitions comme invitée, y compris un rôle récurrent dans Dragnet. Malgré son apparente vivacité, des chagrins personnels ont assombri ces dernières années. Un mariage tumultueux avec l'officier devenu acteur Rudy Diaz s'est terminé par un divorce. En décembre 1968, à 47 ans, la vie de Dorothy s'est tragiquement terminée. Une fin triste pour une présence à l'écran autrement dynamique. Clara Blondick est née en 1880 sous des circonstances inhabituelles sur un navire américain près de Hong Kong. Elle a commencé sa carrière d'actrice par le théâtre, y compris des rôles dans les productions du H. Southern, et n'est passée au cinéma qu'au début de la trentaine. Initialement engagée dans des films muets, elle a finalement trouvé un plus grand succès avec des rôles de soutien plus petits, mais mémorables. Sa prestation la plus connue, comme Tante M dans Le Magicien d'Oz, un rôle qui lui a donné une reconnaissance cinématographique durable. Malgré le fait d'apparaître dans plus de 100 films, Clara considérait toujours le théâtre comme sa vocation principale. Elle a continué à accepter des rôles au cinéma pendant les années 40, même si sa santé déclinait. Luttant contre l'arthrite et une vue déclinante,
elle se retira de la scène en 1950. En avril 1962, ayant enduré des fardeaux médicaux persistants, elle prit une décision profonde de quitter la vie selon ses propres termes, laissant derrière elle un héritage précieux dans l'histoire d'Hollywood. Gladys Friesen s'est d'abord fait remarquer à Broadway dans des productions comme The Masked Woman et White Cargo. Avec un visage expressif et une énergie vive, elle a attiré l'attention des médias et a fait la couverture du National Police Gazette. Une série de mariages suivit, y compris avec l'acteur Douglas Gilmore. En déménageant à Londres, elle épousa le comique Monty Banks, qui adopta son fils, et ils co-starèrent dans The Compulsory Husband. Bien que Gladys ait fait des apparitions régulières dans des films britanniques, la célébrité lui échappa. Au début des années 1930, des troubles personnels s'accumulaient, aggravés par des problèmes de santé et une dépression nerveuse qui ont conduit à une brève disparition. Elle luttait avec une profonde douleur émotionnelle et un bien-être chancelant. Le poids de ces luttes a culminé dans une décision finale dévastatrice. Inger Stevens a enduré une enfance difficile après que sa mère a quitté la famille, finissant par déménager aux États-Unis à l'adolescence. D'une timidité frappante mais animée par une passion artistique, elle a poursuivi une carrière d'actrice à New York, apparaissant dans des publicités et des spectacles off-Broadway. Hollywood a rapidement remarqué son talent dramatique, conduisant à des rôles aux côtés de Bing Crosby dans Man on Fire, et plus tard à des apparitions dans des anthologies télévisées acclamées, y compris La Quatrième Dimension. Son plus grand succès à la télévision a été dans le rôle de la gouvernante suédoise Katie Holstrom dans la sitcom The Farmer's Daughter, diffusée de 1963 à 1966. Derrière son sourire éclatant se cachèrent des luttes personnelles complexes reflétées dans des relations brèves et souvent cachées. Après la sitcom, Inger a cherché des rôles plus matures dans des films comme A Guide for the Married Man et Hang Him High, espérant se tourner vers des matériaux plus consistants. En avril 1970, alors qu'elle était prête pour un autre projet prometteur, un profond désespoir personnel l'a submergée, mettant fin à son histoire bien trop tôt. Maggie McNamara. Maggie McNamara est apparue comme une actrice charmante et élégante dans le Hollywood des années 1950. Bien que ses débuts aient été modestes, née dans une famille irlandaise-américaine, elle a d'abord travaillé vers une carrière de mannequin, ornant les couvertures de magazines qui prédisaient son potentiel cinématographique. Le producteur acclamé Otto Preminger l'a choisi pour la version théâtrale de The Moon is Blue de F. Hugh Herbert, un rôle qu'elle a ensuite repris dans l'adaptation cinématographique de 1953 avec William Holden et David Niven. Bien que certains groupes conservateurs aient condamné l'humour franc du film, la performance pétillante de Maggie est devenue sa marque de fabrique. Elle a continué à jouer dans quelques rôles au cinéma et à la télévision, mais sa carrière n'a jamais retrouvé le même élan. En équilibrant les défis personnels et les contraintes financières, Maggie se soutenait comme dactylo dans les années 1970, nourrissant l'espoir non réalisé de raviver ses ambitions littéraires. Finalement, ces derniers jours furent assombris par une profonde affliction, qui culmina tragiquement par une fin déchirante de sa vie en 1978. Peggy O'Neill. Peggy O'Neill a trouvé la célébrité en remportant un concours de beauté à 18 ans. Aspirant à une carrière à Hollywood, elle a obtenu un rôle principal dans Song of the Open Road en 1944. Recevant une publicité enthousiaste en tant que nouveau talent prometteur, les critiques ont loué son apparence fraîche et son potentiel. Mais sa vie personnelle a également évolué rapidement. Elle s'est mariée impulsivement avec l'officier de l'armée Lloyd Minor en janvier 1945. Mais leur relation a rapidement échoué, tout en envisageant une opportunité prometteuse pour un contrat à long terme avec Paramount. Durant cette période, elle a poursuivi une romance sérieuse avec le scénariste Albert Mannheimer. Cependant, un désaccord sévère l'a perturbée, alimentant le sentiment que sa vie, qui évoluait rapidement, était devenue accablante. Tragiquement, mettant fin de manière soudaine et douloureuse à son parcours à seulement 21 ans. Nora Lane, à l'origine Nora Bennett Schilling de Chester, Illinois, s'est lancée dans le mannequinat avant de se tourner vers Hollywood. En 1927, elle apparaissait dans de petits rôles dans des films muets sous le nom Lane. Parmi ses plus de 80 apparitions à l'écran, on remarque des performances notables dans les premiers westerns, y compris un rôle mémorable en tant que Zerelda dans Jesse James. Elle a également brillé dans The Cisco Kid et Western Frontier, où ses interprétations de femmes dynamiques et indépendantes ont reçu des critiques positives. Aux côtés des co-stars Warner Baxter et Edmund Lowe, sans blessure. Une série de modestes succès, Nora a décidé de se retirer de l'écran et a épousé Burdett Henney. Leur vie ensemble semblait heureuse, jusqu'à ce qu'une tragédie soudaine frappe en 1948, la laissant accablée de chagrin. En l'espace d'un mois de désespoir, elle a pris une dernière décision irrévocable de quitter ce monde. Christine Maple.
Christine Maple, à l'origine Christine Raphael, est née le 16 novembre 1912 à Belle Plaine, Kansas. Christine a montré un talent pour le spectacle, participant à des concours de beauté nationaux avant de se lancer sur la scène hollywoodienne. Florence Ziegfeld l'a remarqué, où elle a gagné le surnom de Miss Universe. Son audace et son style flamboyant, y compris une apparition choquante sur scène sans tenue, malgré de brèves apparitions dans des westerns de Republic Pictures comme The Big Show et Roaring Lead. Christine se retrouva à voyager à l'étranger et à faire face à des pannes répétées. En 1947, des troubles non résolus submergèrent sa vision autrefois vibrante, érodant progressivement sa joie à jamais et menant à son dernier adieu déchirant. Marie Wallkamp. Marie Wallkamp nourrissait de grandes ambitions dans un cadre de petite ville. Désireuse de trouver de plus grandes opportunités, elle se rendit à New York, où elle attira rapidement l'attention des cinéastes. Ses débuts à l'écran en 1913 dans The Werewolf ouvrirent la voie à un flux constant de rôles à l'époque du cinéma muet. D'abord reconnue pour ses personnages pleins de vie et d'aventure, Marie espérait des rôles plus forts qui mettraient en valeur sa gamme. Néanmoins, alors que Hollywood évoluait dans les années 1920, sa présence à l'écran commença à diminuer. Au moment où elle joua dans son dernier film, dans un moment de tentation, son élan initial s'était estompé. Loin de la caméra, Marie a lutté contre des déceptions privées et un désir d'opportunités plus épanouissantes. En novembre 1936, après une période de détresse profonde, elle a fait face à un moment de désespoir irréversible. Son héritage reste un rappel des promesses fragiles du cinéma muet, Helen Lee Worthing. En déménageant au Massachusetts, elle contribua assidûment à la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Sa beauté saisissante l'amena à rejoindre les Ziegfeld Follies en 1921, attirant l'attention du public et des offres de films peu après. Les premiers rôles dans Enemies of Women et The Other Woman's Story ont montré du potentiel, les critiques louant sa présence à l'écran. Cependant, la vie personnelle d'Hélène a amené des défis constants. Une agression brutale en 1927 l'a amenée aux soins d'un médecin afro-américain, le Dr Eugene Nelson, qu'elle a épousé, déclenchant un scandale généralisé. Rejetée par l'industrie du cinéma, sa descente aux enfers comprenait des problèmes de santé, la faillite. Malgré des tentatives pour trouver la stabilité, elle a lutté contre le chagrin et des revers répétés. En août 1948, l'épuisement d'Hélène face aux pressions de la vie a conduit à un adieu final et désolé. Irene Dalton. Irene Dalton était initialement sténographe et a répondu à une annonce cherchant de nouveaux talents pour Christie Studios en 1920. Sa petite taille et ses cheveux d'un noir de jet en ont fait une favorite dans les courts-métrages comiques, aux côtés des stars. Elle a finalement fait équipe avec Lloyd Hamilton dans des succès tels que The Vagrant et Rolling Stones. Malgré son effervescence à l'écran, la vie privée d'Irene était pleine de difficultés. Une liaison tumultueuse avec un millionnaire marié attira l'attention des tabloïds, menant à des allégations sensationnelles. En août 1934, lasse de lutte incessante, elle fit son départ final. Ruan Lingyu. Ruan Lingyu, saluée comme la Greta Garbo de la Chine, est née Ruan Fenggen le 26 avril 1910 à Shanghai. Ayant perdu son père jeune, elle a commencé à jouer à 16 ans pour soutenir sa mère. En 1930, Ruan avait signé avec Lianhua Studios, livrant des performances acclamées dans Spring Dream, Of an Old Capital, Little Toys et The Goddess. Captivant les spectateurs avec ses yeux expressifs et sa présence gracieuse, elle est restée constamment sous les feux des médias. Pourtant, sa vie personnelle s'est avérée tumultueuse. Une relation de longue date avec le joueur Zhang Deming, des procès et des querelles publiques amères concernant les finances l'ont dépeinte comme une figure scandaleuse dans la presse. Les tabloïds ont manifesté un intérêt particulièrement sévère pour ses luttes personnelles, exacerbant ses angoisses. En mars 1935, accablée par le chagrin et un examen intense, Ruan n'a trouvé aucune échappatoire à son désespoir, mettant fin à une carrière lumineuse à seulement 24 ans. Joyce Jamison. Joyce Jamison a d'abord attiré l'attention en tant que performeuse de scènes vibrantes, habile en comédie, chant et danse. Son sens du timing comique et ses traits saisissants lui ont permis d'obtenir de petits rôles au cinéma à partir du début des années 1950. Elle incarnait souvent des blondes pétillantes et écervelées, bien qu'en dehors de la caméra, elle était remarquablement cultivée et érudite. Les apparitions de Joyce sur grand écran incluaient des films comiques et dramatiques, tels que les films anthologiques gothiques de Roger Corman avec Vincent Price et Peter Lorre. À la télévision, elle a fait des apparitions en tant qu'invitée dans des émissions populaires comme The Andy Griffith Show et a tenu un rôle récurrent dans The Danny Thomas Show. Malgré sa polyvalence, Joyce a eu du mal à obtenir des rôles principaux au-delà des stéréotypes comiques. Elle a lutté en privé contre des revers personnels et des problèmes de santé, révélant un contraste frappant avec son personnage à l'écran.
À la fin des années 1960, ces pressions et déceptions se sont intensifiées, aboutissant à une décision douloureuse qui a brusquement mis fin à son parcours brillant, mais peu apprécié. Vera Sisson a étudié à la Brownlee Collegiate School for Girls de Denver avant de se rendre en Californie pour se lancer dans le cinéma. En décrochant son premier rôle à l'écran dans The Helping Hand de 1913, elle est rapidement devenue une présence fiable dans les westerns aux côtés de G. Warren Kerrigan. Les interviews révèlent qu'elle rêvait d'ouvrir son propre studio de production. En 1916, Vera épousa le réalisateur Richard Franchot, avec qui elle partageait un partenariat fervent. Un passage à biographe en 1915 amena de nouvelles collaborations, et elle apparut plus tard aux côtés de Rudolph Valentino dans The Married Virgin. Cependant, les coups durs de la vie ont mis à l'épreuve sa résilience, surtout après le décès prématuré de son mari en 1953. Le désespoir pesait lourdement dans les suites, culminant en une résolution finale qui mit fin à ses luttes durables.